suis dévastée. En vrai, j'ai eu l'espoir que les choses changent en France, mais non, je suis désolée de vous l'apprendre. Hanouna dément se présenter pour les élections présidentielles. C'est terrible, hein. Bon, on va se remettre de cette triste nouvelle et aujourd'hui on va vous parler du scandale Stanislas, de la dissolution d'organisations militantes et d'une guerre possible entre l'Inde et le Pakistan. C'est parti. Les dockers du port de Casablanca ont défié les marchands d'armes du monde entier. Et ça a commencé avec une manif pour dénoncer l'arrivée d'un navire. Parce que ce navire, il transportait des pièces d'avion F-35 qui servent à bombarder Gaza. Et ce navire, il arrivait des États-Unis, destination Nevatim, une base militaire dans le sud d'Israël. Et tout ça avec l'aide de la firme danoise de transport maritime qui s'appelle Maersk. Du coup, le syndicat des travailleurs portuaires a appelé les travailleurs et les usagers à boycotter le navire. Donc 1500 personnes sont allées devant le port pour soutenir les dockers. Résultat, 18 des 20 opérateurs de grue et 27 des 30 ouvriers ont refusé de charger le porte-conteneur. Et ça nous rappelle une évidence, sans chaîne logistique, pas de guerre. Et les dockers en ont gros sur la conscience, puisque ces derniers mois, ils ont dû charger des pièces d'hélicoptères, des camions de transport de prisonniers, des chars et des bulldozers à destination d'Israël. Mais aujourd'hui, plus question d'obéir. Sauf que avoir un peuple anti-guerre, ça arrange pas le régime marocain. Et oui, Mohamed VI a des partenariats commerciaux et militaires juteux avec l'État israélien. Et c'est pour ça qu'une répression très dure s'abat sur les militants qui se battent contre le génocide à Gaza. Et les dockers aussi risquent de grosses sanctions pour leurs actes. Il y a carrément le patron de Maersk qui s'est rendu à Tanger avec sa horde de costard-cravate pour exiger la reprise du travail. Voilà, donc dites-vous quand même que quelques dizaines de travailleurs et quelques milliers de manifestants, ça a suffi à bloquer l'approvisionnement, à faire paniquer l'État et à faire déplacer un dirigeant de multinationale. Donc si on s'y mettait tous et toutes, leur sale guerre, elle serait vite finie. Hier, on a appris que le gouvernement a engagé la dissolution du collectif Urgence Palestine, répondant ainsi à la demande de longue date du député du Rassemblement National, Julien Audoul. Bonjour à toutes et tous, je suis devant le commissariat de ma ville, le drapeau français est en berne. On se demande pourquoi, je viens de recevoir un courrier à l'entête du ministère de l'Intérieur et ils nous disent: je vous informe que le gouvernement a l'intention d'engager la dissolution d'Urgence Palestine, dont vous êtes un des dirigeants, blablabla, blablabla. À l'heure où le peuple palestinien fait face au génocide, à la famine, à l'heure où ils veulent détruire, anéantir le peuple palestinien, que fait le gouvernement français? Il veut dissoudre notre organisation, notre collectif. C'est insupportable. C'est la réalité aujourd'hui d'une France qui est complice du génocide. C'est la réalité d'un gouvernement qui est aligné avec l'extrême droite. C'est une honte, mais on va pas lâcher l'affaire, on continue de se battre, la famille. Bon alors, Urgence Palestine, c'est quoi? C'est une organisation qui fédère une multitude de militants locaux autour de la lutte contre le génocide en Palestine. Elle s'est formée en 2023 à l'initiative de réfugiés palestiniens soutenus par une coalition d'organisations associatives, politiques et syndicales. Et depuis, elle a structuré et centralisé les actions de solidarité avec la Palestine. C'est par exemple elle qui a organisé des manifestations massives en plein Paris. Et au niveau local, elle permet de regrouper des militants pour faire des actions et des événements de quartier. Et c'est pas un hasard si cette décision de dissolution intervient maintenant. Après avoir mis fin au cessez-le-feu en février, l'État israélien intensifie le génocide à Gaza. En plus de continuer ses bombardements sur la population civile, il bloque l'entrée de l'aide humanitaire depuis plus de 50 jours. Et l'État français, de son côté, voit bien que cette situation choque en France. Et il a certainement pas envie de voir renaître un mouvement de contestation alors que son gouvernement est instable. Alors du coup, il fait tout pour l'éviter. Macron met en scène son inquiétude de la situation à Gaza et promet une hypothétique reconnaissance de l'État palestinien. Et maintenant, l'État passe à l'étape supérieure en dissolvant de manière injustifiée l'une des principales organisations de contestation du génocide à Gaza. Est-ce qu'une guerre est en train d'éclater entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires? C'est possible. Dans la nuit d'hier, le ministre de l'Information pakistanais a publié sur Twitter le message suivant: le Pakistan dispose de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de mener une action militaire contre le Pakistan dans les 24 à 36 heures à venir. Alors aujourd'hui, on va décrypter la situation. Le 22 avril 2025, une attaque terroriste à Pahalgam, dans le Cachemire indien, tue 26 personnes, 25 touristes indiens et népalais et un guide local.
5 terroristes, dont 3 Pakistanais et 2 locaux, ciblent des hindous après leur avoir demandé leur religion. Et en fait, c'est le même mode opératoire que l'attentat de Mumbai en 2008. Résultat, 5 nuits d'échanges de tirs à la frontière indo-pakistanaise. En fait, les deux pays se préparent à l'escalade. D'un côté, le Pakistan renforce sa frontière et pourrait tester un missile balistique, et l'Inde de son côté envisage des frappes chirurgicales. Mais alors, pourquoi cette tension ? Eh bien, en 1947, la partition de l'Inde et du Pakistan, après l'indépendance britannique, fait du Cachemire un point de friction. Majoritairement musulman, avec plein d'hindouistes et de sikhs, ce royaume princier, en fait, il rejoint l'Inde sous le Maharaja Hari Singh, déclenchant la première des 4 guerres indo-pakistanaises, dont 3 pour le Cachemire. Et dans les années 90, les hindouistes locaux sont chassés par le terrorisme. La grande majorité, plus de 100 000, fuient et se dispersent dans le reste de l'Inde. En fait, le Cachemire jouissait d'une autonomie relative, révoquée par Modi en 2019, ce qui permet un contrôle direct de New Delhi. Et ça a entraîné aussi un regain de tension, mais malgré tout, le Cachemire a attiré 23 millions de touristes en 2024, notamment parce qu'il y a à Cachemire des lieux de pèlerinage hindouistes majeurs. Alors l'attaque de Pahalgam brise le mouvement de normalisation et menace les milliers d'emplois liés au tourisme au Cachemire. Alors bon, l'Inde accuse le Pakistan sans preuve solide, bien que Jaish et Mohammed, basés au Pakistan, revendiquent l'attaque. Et en riposte, l'Inde menace de couper l'eau qui est vitale pour 90% de l'agriculture pakistanaise. C'est donc un acte de guerre selon le Pakistan qui ferme son espace aérien. Mais au Cachemire, des marches de solidarité condamnent l'attaque. La Chine et les États-Unis de leur côté prônent la retenue et Modi promet de traquer les terroristes. Mais bon, vis-à-vis de ses alliés internationaux, sans preuve contre l'État pakistanais, une attaque serait illégitime, pour l'instant. Alors on suit pour vous cette situation explosive de très près. C'était Actu Réfractaire, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'était Maxime, Nico et Monteur Décolonial à l'écriture et ce dernier était aussi au montage. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et puis si vous voulez nous soutenir sur notre cagnotte, c'est toujours possible, le lien est en description. Ciao, prenez soin de vous.